La 5e revue du programme du FMI sera examinée en décembre prochain. C'est ce qui ressort de l'importante réunion tenue par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi-Kadima, le mercredi 13 septembre à Kinshasa sur la restitution des conclusions de la staff visite du Fonds monétaire international. Son rapport de restitution a conclu que les progrès réalisés par le gouvernement congolais sont encourageants et satisfaisants pour envisager la 5e revue avec optimisme. Le conseil d'administration du FMI, pour sa part, a officiellement annoncé qu'il examinera les dossiers de la RDC sur la 5e revue du programme le 15 décembre prochain, alors que Nicolas Kazadi, ministre des Finances, a affirmé que le gouvernement congolais ne ménagera aucun effort pour achever ces programmes soutenus par la facilité élargie des crédits FEC, en dépit du contexte actuel dont les défis endogènes et exogènes ne cessent d'influencer sur les efforts consentis. L'argentier de la République a également mis en exergue les acquis du programme appuyé par la FEC, dont l'interdiction d'accès au cash au guichet de la Banque centrale du Congo et l'absence du financement monétaire. Pour rappel, en juin dernier, le conseil d'administration du FMI avait autorisé un décaissement immédiat estimé à 203,3 millions de dollars américains pour soutenir les besoins de la balance des paiements de la 4e revue de l'accord de facilité élargie des crédits avec la RDC. Le FMI avait appuyé sa décision sur le fait que les performances macroéconomiques de la RDC font preuve de résilience malgré une incertitude élevée renforcée par l'escalade du conflit armé dans l'est du pays et les élections à venir à la fin 2023. À cet effet, il avait invité les autorités congolaises à agir pour sortir les pays de la liste grise du GAFI et de mettre en œuvre le nouveau cadre de lutte contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Publier la liste des électeurs le 20 septembre prochain sur toute l'étendue du pays à travers les nombreuses antennes de la CENI dans le cadre des élections générales du 20 décembre de cette année 2023. C'est ce qui justifie la visite du président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, au Centre national de traitement, le CNT. Le numéro 1 de la centrale électorale est allé s'enquérir de l'évolution du travail lié à l'impression et au conditionnement des listes provisoires des électeurs qui devront remplir leurs devoirs civiques lors des scrutins généraux. Au cours de cette visite, Denis Kadima a obtenu toutes les informations concernant la faisabilité de cette opération qui consiste en amont à générer les listes selon les bureaux de vote pour procéder à leur impression brute avant de passer à leur vérification dans l'optique de les conditionner par rapport à l'organisation administrative de la RDC. Il est question de constituer les colis par antenne où s'effectuera l'affichage des listes pour être consulté par les électeurs. Étant donné que la loi oblige à publier la liste des électeurs, la CENI se prépare pour se conformer à la loi, d'où minutieusement vérifier ces listes et le cas échéant faire les ajustements et les mettre en colis en vue de les convoyer au niveau des antennes pour affichage et le travail qui se fait de façon systématique avec des étiquettes. Pour y parvenir, il faut un personnel suffisamment formé. À ce stade, la CENI s'emploie à ce que le 20 septembre 2023, ces listes soient prêtes, affichées dans les antennes et aussi disponibles sur le site internet. L'avantage de cet exercice est de permettre aux électeurs de vérifier si le nom qui figurera sur la liste électorale est bien transcrit. Au cas contraire, réclamer la correction. Et pour finir, le délai accordé pour les éventuelles rectifications prendra 30 jours avant la publication des listes définitives des électeurs qui vont participer au vote. Officiellement, Congo Airways a stoppé ses activités momentanément pour réorganiser ses outils d'exploitation dans le souci de garantir la sécurité de ses passagers conformément aux normes et du fait de ses certifications IESA. Cette rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde, le ministre des Transports et le directeur général de Congo Airways est intervenue au lendemain de la publication du communiqué de Congo Airways annonçant l'interruption momentanée de ses activités sur l'étendue nationale pour permettre d'améliorer l'efficacité de ses services. Au sortir de l'audience, le ministre des Transports, Marc Ekila, s'est confié à la presse, déclara ceci. Il était question de donner encore plus ample des détails sur le plan de la relance que nous avons présenté et tel que le chef de l'État l'avait souhaité.
Pour sa part, le directeur général de Congo Airways a exprimé le souhait de voir les activités reprendre dans les jours qui viennent. Les conséquences du manque d'avions chez Congo Airways sont que la population congolaise va devoir prendre actuellement le vol Ethiopian Airlines pour se rendre à Kinshasa et Lubumbashi. L'arrêt de ces activités réduit ainsi très sensiblement les possibilités de transport aérien en RDC où l'avion semble être le seul moyen qui relie les grandes villes du pays. La situation de Congo Airways contraste avec celle d'Air Zaïre des années 60, 70, voire même 80 dans la flotte concurrencée d'autres compagnies aériennes africaines. N'est-on pas d'accord du verdict rendu par la Cour de cassation le mercredi 13 septembre 2023 dans l'affaire qui oppose Jean-Marc Kabunda Kabound, président du parti politique Alliance pour le changement et le ministère public? Ces militants mécontents ont pris d'assaut la résidence de leur autorité morale à Kingabwa dans la commune de Limete pour manifester ce jeudi dans la matinée, brûlant de pneus, barricadant ainsi la voie publique. Les manifestants ont été dispersés par les éléments de la police venus rétablir l'ordre dans ces coins grâce à quelques coups de balle tirés en l'air. Merci beaucoup. Nous sommes contents du travail abattu par la police ce matin au quartier Kingabwa autour de la résidence de Jean-Marc Kabound suite à sa condamnation de 7 ans. Ces militants ont brûlé de pneus devant son domicile et sur la route. La police a réussi à les calmer. Qu'elle continue ainsi. Quant au dossier, nous nous en remettons à la justice. Selon ma lecture, je vois que cette condamnation est purement politique, mais seulement nous condamnons la pratique de ces militants qui ont barricadé 2 avenues entre autres Lomami. Il y a eu une forte tension entre eux et la police que nous condamnons parce qu'ils ont troublé l'ordre public. Jean-Marc Kabound faisait partie du pouvoir. S'il n'avait pas dénoncé au départ, c'est parce qu'il était lui-même aussi content, alors qu'il assume. Ils ont vraiment troublé l'ordre public à cause d'un individu. Actuellement, la zone est encore contrôlée par la police nationale congolaise pour empêcher toute récidive. Le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, était arrivé triomphalement en début de l'après-midi à Kikwit, chef-lieu de la province d'Ikwilo. Après être accueilli au pied de son jet privé par le cadre du parti, notamment le secrétaire général Dieudonné Bolengintenge Balea, le directeur du cabinet Olivier Kamitatou, l'honorable Mafuta Solange, pour ne citer que ceux-là, ainsi qu'une dizaine de chefs coutumiers, les chairman d'Ensemble pour la République, s'est retrouvé englouti dans un bain de foule où il a eu du mal à prendre un véhicule pour atteindre le centre-ville de Kikwit. Chants et cris de joie l'ont accompagné jusqu'au lieu du meeting. Au cours de cette effervescence qui n'a laissé aucun Kikwitois et aucune Kikwitoise indifférent, Moïse Katumbi Chapwe a communié avec la population dans une véritable marée humaine, dans un climat lui assurant la victoire à la magistrature suprême. En tout cas, dans ce pays mingi, pour l'accueil, maboko bandeko maboko. À 5h du matin, vous avez mis place Nazarak. Le collègue là, à 5h du matin. À noter que le président d'Ensemble pour la République a promis de revenir dans cette ville lors de la campagne électorale. Les gomatraciens se sont réveillés le mercredi 13 septembre 2023 dans la matinée comme d'habitude. Les marchés, les écoles, les banques et les boutiques ont fonctionné normalement en dépit du mot d'ordre lancé la veille par les mouvements citoyens. En lançant cet appel, ces activistes voulaient interpeller les autorités congolaises pour la prise en charge des obsèques de victimes de la fusillade du mercredi 30 août 2023. La majorité des habitants de Goma n'a pas suivi ces mots d'ordre.
Nous avons ouvert depuis le matin et jusque-là, on n'a pas encore eu de problème et je n'ai pas eu peur. Nous observons une journée trop fraîche et il n'y a aucun dérangement malgré la journée ville morte décrétée. Nous remercions les autorités pour la sécurité et les journalistes pour le travail abattu car il n'y a pas eu de troubles comme d'habitude. Actuellement, nous vivons au taux du jour et avec des journées ville mortes, on ne va pas gagner dans notre boulot. Les écoles ont ouvert leurs portes comme d'habitude tôt le matin du mercredi, même si certains parents étaient hésitants pour amener leurs enfants à l'école. Mais les cours se sont déroulés normalement. Jean-Claude Safari a pris le courage de déposer son fils à l'école le matin pour le reprendre à midi. Pour lui, Goma n'a plus besoin de ville morte après toutes les situations difficiles déjà vécues. Je crois que ceux qui ont décrété la journée ville morte n'avait pas raison, comme l'a dit le maire de la ville, parce que à Goma on a tout vu et du tout je crois que on n'avait plus besoin d'une autre ville morte de plus. Moi le matin je suis sorti, je venais laisser l'enfant à l'école comme d'habitude, mais au moins il faut noter que j'ai été trop matinal pour des raisons que je m'inquiétais qu'il y aurait exaction, mais au moins je suis venu le matin, j'ai laissé l'enfant. Rappelons que dans un communiqué du 11 septembre 2023, le Baraza Lawazé intercommunautaire avait interdit toute manifestation parce que ces dernières occasionnent des dérapages, des pertes en vies humaines et des biens matériels de la population déjà meurtrie. Ils ont appelé la population au calme, à la vigilance et n'est pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Concernant la fusillade de Goma, le gouvernement avait déjà procédé à l'identification des victimes pour faciliter l'organisation de la prise en charge des obsèques et des blessés. Ainsi, il a été ouvert depuis le 5 septembre 2023 le procès en flagrance contre les militaires et les policiers présumés coupables de cette fusillade. En attendant le verdict, les Gomatraciens vaquent librement à leurs occupations dans cette province du Nord Kivu qui est encore sous état de siège. Le PNUD a tenu à faire le point sur l'évolution des travaux à mi-parcours dans les 54 des 145 territoires sous sa gestion. Ces 54 territoires sont répertoriés dans 9 des 26 provinces de la République. Damien Mama, représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, a reconnu les retards dans la réalisation des travaux. Il a martelé sur l'importance de ces programmes qui viennent transformer significativement les conditions de vie des populations rurales en améliorant l'offre de services socio-économiques de base. C'est vrai qu'on a eu au niveau du PNUD quelques lenteurs dues aux défis logistiques, mais des lenteurs aussi dues à l'envie de protéger l'argent public et de faire en sorte que tout dollar qui est alloué au niveau central est ressenti au niveau local. Et nous allons délivrer les résultats. Il y a eu des retards, mais nous allons délivrer les résultats. En dehors du PNUD, 2 autres agences d'exécution sont à pied d'œuvre dans plusieurs autres territoires du pays. Elles travaillent sous la supervision du ministère du Plan. À ces jours, le bilan sur l'ensemble du pays fait état de 424 écoles primaires construites et équipées, 286 centres de santé construits et équipés, une centaine de bâtiments administratifs construits et 3721 km de routes de desserte agricole réhabilitées. La ministre d'État chargée du plan, Judith Souminia, dit être consciente des difficultés qu'éprouvent les agences d'exécution de ces programmes sur terrain. Le gouvernement ne ménage aucun effort pour accélérer la mise en œuvre du PDR 145 territoires afin de garantir la livraison des ouvrages au bénéfice des territoires et de nos populations à la base. C'est pourquoi nous encourageons à travers cette revue des discussions franches et constructives pour nous permettre, dans un esprit de redevabilité mutuelle, d'améliorer les résultats. Malgré les difficultés, le travail avance tant bien que mal sur plusieurs sites. Au Sud Kivu par exemple, plusieurs ouvrages sont presque finis. Cependant, le gouvernement provincial déplore d'énormes retards dans certains territoires.
dans certains coins, c'est tellement avancé chez nous au Sud Kivu. Par exemple, dans les sites Uvira Fizi, c'est déjà tellement avancé. Il y a des infrastructures qui sont en finition. Et presque partout, on a débuté. Et les contrats ont été signés. Et nous nous félicitons pour ça. Mais il y a aussi d'autres territoires ou d'autres coins où ça reste à faire. Par exemple, Chabunda, où il y avait, au moment donné, où Safrica s'avait arrêté. Les entreprises qui avaient contracté avec Safrica s'avaient arrêté, mais ils ont repris. Suivant de près ces projets, le ministre du Plan a récemment inspecté les travaux du PDL 145 territoires dans la province de l'Équateur. Dans cette province, c'est la cellule d'exécution financière en faveur des États fragiles qui se charge de l'exécution des travaux. Plusieurs infrastructures scolaires, sanitaires et administratives sont bien avancées. À Bikoro, la directrice de l'école primaire Bomoala voit dans le PDL 145 territoires un véritable vecteur du développement à la base. Elle a remercié l'initiateur de ces programmes. Nous, de l'épée Bomoala et de Bikoro, nous avions une école en paille et en stick. C'était de très mauvaises conditions, mais notre président Tshisekedi Tshilombo a donné les moyens pour qu'une nouvelle école soit construite. Aujourd'hui, nous avons une très belle école. Le programme de développement local des 145 territoires vise à corriger les disparités des développements entre le milieu urbain et rural en améliorant les conditions de vie des populations. La Cour de cassation a condamné ce mercredi 13 septembre 2023 l'opposant Jean-Marc Kabound à 7 ans de servitude pénale. Pour l'offense au chef de l'État, 4 mois, la propagation de faux bruits, 16 mois. Pour chaque infraction, la Cour a retenu de peine et l'a fait un cumul, a soutenu Maître Kadi Diko. Pour rappel, le président de l'Alliance pour le changement est confronté à une lourde série d'accusations, 12 pour être exact. Parmi elles, l'outrage envers les institutions du pays, notamment le Parlement, le gouvernement et une offense au chef de l'État. Ces charges émanent d'une déclaration faite lors d'un point de presse qu'il a tenu en juillet 2022. Son parti, l'Alliance pour les changements, monte au créneau en qualifiant Kabound en otage du pouvoir en place, soulignant une décision précédente qui aurait dû le placer en résidence surveillée, mais que le parquet avait omis de respecter. Message de paix de Baraza Lawazé intercommunautaire du Nord Kivu à l'issue de la réunion du comité provincial de sécurité élargi au président et délégué des communautés du Nord Kivu de ce 11 septembre 2023. Sur invitation de son Excellence, Monsieur le gouverneur intérimaire de la province du Nord Kivu, les présidents et représentants des communautés du Nord Kivu ont pris part à la réunion du comité provincial de sécurité de ce 11 septembre 2023. À l'issue de celle-ci, et après analyse de la situation sécuritaire qui prévaut en province du Nord Kivu en général et dans la ville de Goma en particulier, il ressort qu'il n'est plus le moment d'appeler la population à l'observance des villes mortes, en ce sens que ces dernières se transforment toujours à des dérapages conduisant à des pertes en vies humaines et des biens matériels des populations déjà meurtries. En effet, nous appelons la population de Goma au calme, à la vigilance et à ne pas céder à la manipulation des tireurs de ficelles pour que l'ennemi n'en profite pas. Quant aux événements douloureux du 30 août 2023, notre justice est à pied d'œuvre pour dénicher et sanctionner tous les coupables de ces actes. D'autre part, l'autorité provinciale rassure l'organisation imminente des obsèques dignes de nos fils et filles victimes des événements du 30 août 2023. Pour ce qui est du départ de la MONUSCO, le gouvernement congolais a déjà déclenché le processus de désengagement selon les plans convenus.
de ce qui précède, les présidents et représentants des communautés appellent toutes les couches de la population du Nord Kivu en général et de la ville de Goma en particulier au calme, à la vigilance et à l'esprit patriotique. Ainsi fait à Goma, ce 11 septembre 2023, tous les présidents des communautés et représentants des communautés du Nord Kivu, je vous remercie. Nous sommes au stade de Martyr, le soleil est au zénith. La centaine de policiers représentant les unités de la police nationale congolaise dans la ville de Kinshasa sont rangés sur la piste d'athlétisme de ce complexe sportif. C'est sous ce soleil ardent que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a officiellement remis l'étendard à Blaise Kilimbalimba comme nouveau commandant de la ville-province de Kinshasa. Avant de lui remettre les symboles du pouvoir, le gouverneur de la ville a rappelé au nouveau chef de la police ses principales missions, notamment la sécurisation des Kinois et leurs biens. Mokonzi, il y a la police, il y a Sika, Makambope, il y a Sika. Un nouveau chef de la police, des nouvelles choses, mais aussi des nouvelles habitudes. Les missions que je lui confie sous vos yeux à vous tous. La première mission est la sécurité des Kinois et Kinois. La deuxième mission, c'est la sécurité routière. Il y a des embouteillages monstres dans la ville de Kinshasa. Qui vont finir ces embouteillages? C'est vous, les policiers et roulages de la ville de Kinshasa. Il y a des Kinoises, des Kinois. Mission est mi-balé. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Mboula Kilimbalimba est conscient de la lourde tâche qu'il attend. Il ne va pas y arriver seul. Il a besoin de l'accompagnement de ses troupes, dont une poignée a pris part à cette prise d'armes. Il a pris soin de leur rappeler leur mission, entre autres mettre fin à l'insécurité dans la ville de Kinshasa, ainsi que les bouchons qui paralysent la circulation dans la capitale. Chef Nabiso, mission. C'est notre chef qui nous confie la mission. Il y en a seulement deux. Finir les Koulouna, les kidnappeurs et les bandits à main armées qui s'introduisent en infraction dans les maisons la nuit. La deuxième mission consiste à réduire les embouteillages, pourquoi pas les finir? Parce que si nous ouvrons nos lois et nous les appliquons, nous aurons les résultats. Yami Balé, Tokiti Sabambouteillage. Pourquoi pas Kosilisa? Parce que Soki, Tofungoli Bukwa Mibeko, Peto Saleliango, Tukozwa résultat. Le nouveau chef de la police a récemment eu des échanges avec les commandants des différentes unités de la ville. Plusieurs directives leur avaient été données à l'occasion. Question de donner une nouvelle impulsion à ce corps. Nous disons un grand merci aux écoles qui nous ont accueillis, qui ont accepté que nous puissions passer leur rendre visite. Nous encourageons les enfants et surtout de bien apprendre. C'est important parce que, nous le disons, éduquer un enfant, c'est l'avenir de demain. Et le Congo a vraiment besoin de têtes bien faites parce que les problèmes sont les gens. Et je pense que si l'éducation l'enseignement fait déjà son travail, je crois que demain, le Congo sera très meilleur avec nos enfants. Donc moi, je dis merci. J'ai vu les enseignants, j'ai vu la formation qui est donnée et je crois que ça ira. Nous sommes dans la bonne voie. La séance de l'instruction au procès concernant le carnage des manifestants le 30 août dernier à Goma a projeté d'autres lumières sur certaines ententes. Le colonel directeur de renseignement de la 34e région militaire et renseignant du ministère public a accusé la garde républicaine d'avoir tiré sur des manifestants alors que, pour la garde républicaine, pour sa part, elle affirme que ceux qui prévoyaient la marche étaient des supplétifs du M23. Le premier commandant de la garde républicaine à comparaître a témoigné qu'on lui avait demandé d'arrêter de parler aux manifestants qui étaient non armés quand il discutait avec eux. Il s'étonne encore du compte de 42 morts et de 33 blessés sur place, sans comprendre encore comment cela a pu se passer. Il affirme également avoir été désarmé avant le grand désastre. Pour sa part, le colonel Mike Mikombe, autre commandant de la garde républicaine,
au Nord Kivu indique avoir été informé par la 34e région militaire que ceux qui prévoyaient la marche étaient des supplétifs de M23. Le commandant de la 34e région militaire nous avait fait croire que la sécurité de la patrie était en danger. Fin de citation. Il s'y est de rappeler que 6 militaires, parmi lesquels 2 officiers de la garde républicaine, comparaissent devant la cour militaire. Ils sont poursuivis notamment pour crimes contre l'humanité, par meurtre et destruction d'armement lors de la répression d'une manifestation de la secte Wazalendo contre la MONUSCO le 30 août dernier. Cette répression a fait plus de 50 morts et des dizaines de blessés. L'information de l'arrestation comme celle du transfert du journaliste Sani Boujakera a été confirmée par son avocat Maître Hervé Diakessé. Sani Boujakera, qui est, jusqu'à son arrestation, le correspondant de Jeune Afrique au Congo et directeur de publication adjoint du site d'information actualité.cd, aurait été auditionné par le procureur près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Le journaliste Sani Boujakera a été transféré après 3 jours de détention au commissariat provincial de la police à Kinshasa-Gombe. Arrêté à l'aéroport de Njili alors qu'il s'apprêtait à voyager pour la ville de Lumbashi dans le Haut-Katanga, ce professionnel de médias a été auditionné par la commission qui enquête sur la mort du ministre Chérubin Okende. Son arrestation est intervenue après la publication par Jeune Afrique d'un article sur un prétendu rapport de l'Agence nationale de renseignement ANER sur la mort de l'ancien ministre des Transports, voies de communication et des enclavements, mettant en cause les renseignements militaires. Cet atelier se tient à 3 mois des élections en République démocratique du Congo. L'objectif est de donner aux journalistes les notions essentielles sur la couverture des élections. Les journalistes du Kasaï oriental bénéficient aussi des conseils sur le comportement à tenir durant la couverture des scrutins du 20 décembre prochain. Les organisateurs espèrent que les journalistes mettront en pratique ce qu'ils apprendront dans cet atelier. Nous pensons que les journalistes sont des responsables. Nous, en faisant cette activité, nous voulons juste les rappeler, les recycler, pour leur dire que des règles existent. Faites votre travail. Maintenant, les journalistes qui ont été ici, nous pensons que ce sont des journalistes consciencieux. Ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris ici, parce que ceux qui ont pris la parole ici, ce n'est pas nous des Olpa, ce sont des éminents grises de la profession qui ont aussi une expérience dans la profession et qui ont voulu aussi partager leur expérience dans la profession. Depuis près de 2 décennies, l'espace médiatique congolais est envahi par des médias détenus par les hommes politiques, ce qui constitue un gros danger pour la paix sociale, surtout en période électorale. Les journalistes qui travaillent pour ces médias détenus par des hommes politiques sont appelés au sens élevé de responsabilité. Les journalistes ont pris à main les responsabilités pendant la période des élections. Vous savez qu'on est déjà engagé résolument dans les processus électoraux et couvrir les processus électoraux, ce n'est pas aussi facile. Il fallait demander aux journalistes dont la grande majorité travaillent pour des médias qui appartiennent à des opérateurs politiques, qu'il faut travailler avec responsabilité, qu'il faut respecter les codes d'éthique et de déontologie, qu'il faut respecter la nouvelle loi sur la liberté de presse. Et vous avez suivi même en dernier lieu, j'ai évoqué même le code du numérique. Le Kasaï oriental est l'une des provinces qui connaît des tensions en période électorale. Cet atelier permettra aux journalistes de travailler dans le sens de baisser cette tension. Les avocats de Douar Mwangachuchu insistent sur l'acquittement de leurs clients. Au cours de l'audience qui s'est déroulée le 8 septembre dernier, ils ont estimé que l'accusation est ambiguë et qu'il n'y a aucune raison de condamner leurs clients. Pour eux, aucun acte commis par Mwangachuchu ne prouve qu'il est en intelligence avec le Rwanda afin d'être poursuivi pour trahison. Dans son dernier discours, l'élu du Nord Kivu a une fois de plus clamé son innocence. Il dit faire confiance à la sagesse des juges de la haute cour pour l'acquittement purement et simplement parce qu'il estime être avec conviction innocent de tout ce qu'on l'a accusé. Du côté du co-accusé, le commissaire principal Robert Mouchagali-Roy a abondé dans le même sens pour rappeler ses services rendus à la nation congolaise et indiquer qu'il a toujours travaillé sous les ordres des chefs. Rappelant que dans son réquisitoire prononcé à l'audience précédente, le ministère public avait requis la prison à perpétuité contre le député national Edouard Mwangachuchu et son coprévenu. La partie civile avait sollicité les dommages et intérêts de 10 milliards de dollars
et la déchéance de son mandat parlementaire. L'arrêt définitif de la Cour est attendu pour le 22 septembre 2023. Augustin Matata Ponyo Mapon, qui bénéficie du soutien de son parti, Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD, a souligné que sa décision de se présenter était basée sur la volonté exprimée par le peuple congolais. Et nous pensons que c'était de notre devoir de pouvoir respecter les convictions profondes de la population congolaise qui nous ont demandé de déposer notre candidature à l'élection présidentielle. Mais telle est aussi la volonté des membres de mon parti, les LGD. Comme vous le savez, c'est une décision du Congrès, un congrès du parti LGD, pour pouvoir déposer cette candidature. Donc j'ai été choisi par mon parti comme candidat unique pour l'élection présidentielle. Mais c'est aussi la volonté de la population congolaise et je me réjouis d'être le premier à avoir déposé ma candidature. Matata Ponyo a également rappelé les réalisations de son mandat en tant que Premier ministre du gouvernement, mettant en avant la stabilisation du taux de change, la construction d'infrastructures routières et scolaires, le paiement régulier des salaires des fonctionnaires le 15 de chaque mois, ainsi que la sécurisation de l'Est du pays. Moi, je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que, ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais. J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez. Le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans, aux environs de 900 francs congolais le dollar américain. Vous le savez, les taux d'échange impactent la vie des Congolais. Les taux d'échange affectent le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les denrées alimentaires. Vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement. C'était payé le 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons construit des écoles. Nous avons contribué à la construction des routes. Nous avons fait énormément de choses. Nous avons combattu le chômage. Et donc, nous avons fait beaucoup de choses, à mon avis. La sécurité, ça, vous le savez, le M23, nous l'avons vécu et tout le monde sait que nous avons sécurisé l'Est du pays. Et ça, je crois que c'est de notoriété publique. Notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat président de la République à avoir publié son programme économique dans lequel nous appelons les Congolais à renouer avec le destin des grandeurs qui est le destin de tout Congolais et de l'ensemble du pays. Ces réalisations, selon lui, démontrent son engagement envers le développement durable de la République démocratique du Congo. Rappelons que le scrutin présidentiel est prévu le 20 décembre de cette année 2023.